On va s'intéresser aujourd'hui au principe de fonctionnement d'une cellule solaire. On va voir brièvement le principe dans le cas idéal. Le principe des cellules solaires, c'est de convertir l'énergie solaire en électricité. Donc, les photons sont absorbés par un solide. Cette énergie transférée à un électron qui était lié, il va devenir mobile. On va pouvoir après séparer la charge négative de la charge positive à l'aide d'un champ électrique. Et puis l'électron va donc être transféré à un circuit externe. Donc une différence de potentiel va apparaître. Et si les deux électrodes sont liées, sont refermées par un circuit, on va avoir production d'électricité. Et à la fin du cycle, l'électron donc se recombine. En réalité, les choses se passent différemment. Première cause de perte d'énergie, une partie des photons incidents sont réfléchis. Ensuite, toute leur énergie n'est pas transmise à l'électron, une partie est perdue, c'est ce qu'on appelle la thermalisation, c'est ce qu'on verra par la suite. Par la suite, la séparation électron-charge positive n'est pas parfaite, et il y a des recombinaisons dans le composant. Et ensuite, il y a le problème donc, des contacts entre le solide semi-conducteur et le circuit extérieur. Et donc, il y a des pertes au contact, aux deux contacts. Et donc, l'électron se recombine à la fin. On a vu donc le principe de fonctionnement d'une cellule solaire dans le cas idéal et dans le cas réel. Eh bien, le plan du cours va suivre ce cheminement du photon vers le circuit externe. D'abord, on va s'intéresser donc à l'absorption d'un photon solaire et la création d'un électron libre. On verra que ça nous amènera à nous intéresser à la structure de bande des semi-conducteurs. Ensuite, dans une deuxième partie, on verra comment on peut transporter l'électron qui est libre ou quasi libre dans un circuit extérieur en évitant les recombinaisons. On verra donc comment on crée donc un composant. Le composant est caractérisé par la présence d'un champ électrique, c'est ce qu'on appellera la jonction PN. Et finalement, on s'intéressera donc aux principales causes de perte de rendement, qui sont donc les pertes optiques, la réflexion des photons incidents, ensuite les pertes par thermalisation, ce qui signifie que toute l'énergie du photon n'est pas transmise à l'électron que l'on a excité, et ensuite les pertes en particulier au contact entre le semi-conducteur et le métal, c'est-à-dire le contact entre la cellule solaire et le circuit extérieur. Bien, donc concrètement, donc on va s'intéresser aux semi-conducteurs cristallins, leur structure de bande, et ce qu'on appelle les semi-conducteurs intrinsèques. Ensuite, on s'intéressera aux semi-conducteurs extrinsèques. On verra comment on peut introduire des impuretés dans le semi-conducteur parfait, ce qu'on appelle le dopage. Après, on verra donc ce que c'est qu'une jonction PN, que le principe donc de la cellule solaire. Et puis, on s'intéressera donc au fonctionnement complet d'une cellule solaire. Et on s'intéressera ensuite à décrire les cellules solaires cristallines, essentiellement à base de silicium. Et puis, finalement, on verra un autre type de semi-conducteur. Au lieu que ce soit les semi-conducteurs massifs et parfaits, on s'intéressera aux semi-conducteurs désordonnés en couches minces. Puis, on s'intéressera donc aux cellules solaires qui sont élaborées à partir de ces matériaux en couches minces. Et ensuite, finalement, on conclura par des aspects économiques et environnementaux, et on s'intéressera au système photovoltaïque. Bien, alors ça nous amène donc à nous intéresser au semi-conducteur, qui est le matériau qui est utilisé pour élaborer les cellules solaires. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la découverte et l'utilisation des semi-conducteurs, en fait, c'est probablement la plus grande percée scientifique du XXe siècle. Le principal matériau qui est utilisé dans les applications semi-conductrices, c'est le silicium, généralement monocristallin. Il peut être également amorphe pour des applications de type écran plat de visualisation. Alors, le silicium est utilisé pour des raisons essentiellement de type technologique. Les applications sont innombrables, vous les connaissez. Tout ce qui est microélectronique, donc les ordinateurs, les téléphones portables, tous les circuits électroniques, l'optoélectronique. Et donc, on va s'intéresser dans ce cours, c'est le photovoltaïque. Alors, les caractéristiques générales des applications, c'est à la fois une miniaturisation, tout ce qui est circuit
de microélectronique. Donc les performances doublent à peu près tous les 2 ans, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Actuellement, les technologies sont basées sur des dimensions plus petites que 100 nanomètres. Et puis les transistors sont élaborés de manière parallèle, massivement parallèle, avec des techniques très sophistiquées comme la lithographie. Et d'un autre côté, je dirais, développement symétrique, c'est au contraire d'aller vers les grandes surfaces et utiliser du silicium désordonné en couches minces. Et l'application, c'est tout ce qui est écran de visualisation et l'énergie, donc les photopiles solaires. Alors, on peut dire un mot sur l'historique des semi-conducteurs. D'abord, la première découverte, c'est en 1926. Ce n'est pas vraiment une découverte, c'est l'apparition des théorèmes de Bloch. C'est la compréhension finalement mécanique quantique des fonctions d'onde délocalisées et ce qui explique pourquoi les électrons peuvent être très mobiles dans les cristaux parfaits, qui est donc à la base des applications semi-conductrices. Ensuite, quelques années plus tard, les semi-conducteurs ont été vraiment développés de manière théorique. Les bases théoriques ont été définies. En particulier, c'est la notion de trou. La notion de trou, c'est quand on arrache un électron à un atome, il reste donc une lacune qui apparaît comme un ion positif. C'est ça qu'on appelle un trou, ce qu'on verra dans la suite du cours. Puis, évidemment, l'application essentielle des semi-conducteurs est apparue en 1948. C'est l'effet transistor qui a été découvert au laboratoire Bell aux États-Unis et a été à la base d'applications innombrables. En particulier dans les années 60, une grande découverte technologique, c'est les technologies planaires, c'est-à-dire que la capacité d'élaborer un très grand nombre de transistors, 10 puissance 6, 10 puissance 7 à la fois. Et puis, ça c'était dans ce qui concerne les semi-conducteurs cristallins, mais dans la fin des années 70, début des années 80, est apparue la découverte qu'il était capable de doper des semi-conducteurs imparfaits, comme les semi-conducteurs en couche mince, qui sont des semi-conducteurs désordonnés. Et ça a été à la base de nouvelles applications en grande surface. Puis dans les années 2000, sont apparus les nanomatériaux, silicium-carbone, des nanostructures optiques, et qui ont été à la base également de nouvelles applications. Donc, par la suite du cours, on va s'intéresser par le commencement, c'est-à-dire la structure de bande des semi-conducteurs. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie.